Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. L'objectif, voilà, c'est d'échanger pendant une heure autour de la gestion de projet. Donc, ce monde un peu peut-être mystérieux pour certains d'entre vous, je ne sais pas, mais dans lequel moi j'ai le plaisir et vraiment, c'est un vrai plaisir de baigner depuis assez longtemps. Donc, Voilà. Merci comment beaucoup. le management de projet est intégré au cœur de la supply chain aussi. Donc moi, j'ai effectivement un parcours très, très orienté management de projet dans des industries qui elles-mêmes sont très orientées projet, puisque la plus grande partie de mon parcours était dans le secteur automobile, puis depuis quelques années dans le secteur aéronautique, donc des industries où effectivement la notion de projet est très, très forte. Je suis tombé dedans, on va dire, un peu par hasard, hein. Moi, je suis d'une époque où, en école, en bac+5, on était en école d'ingénieur, on n'était pas forcément formé à la gestion de projet. C'est des choses qu'on apprenait sur le tas. C'est comme ça que je l'ai appris. J'ai découvert ça au cours de mon expérience en tant que chef de projet, en tant que directeur de projet, en tant que directeur de programme et dans différentes positions. Et c'est vraiment, finalement, ce que j'ai appris au cours de mon expérience et l'enthousiasme que j'ai à toujours évoluer dans ce monde-là, que je voudrais très, très simplement vous partager ce soir. Voilà. Donc, le monde du projet, finalement c'est l'implémentation de la stratégie et on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens avec le monde de la supply chain. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ce qui est affiché, c'est même si je suis aussi un fanatique de la gestion de projet. Effectivement, c'est dans la Harvard Business Review, c'est Antonio Nieto Rodriguez, qui est un ancien chairman du PMI, du Project Management Institute, donc qui est un fanatique du project management. Mais voilà, très très simplement, il déclare que l'ère de l'économie projet est arrivée. Alors, ça veut dire quoi derrière le discours? Il y a quoi? Il y a le fait que depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, les entreprises se sont très très orientées sur l'amélioration des processus. Et les opérations, on va dire, au sens large, les ont rendues excellentes. On parle d'excellence opérationnelle, ça a été un focus de développement très important. Et éventuellement dans certaines industries qui étaient orientées projet, mais sinon, c'était pas forcément perçu comme une activité valorisante. L'activité de gestion de projet vient plutôt d'un monde un peu administratif. Mais on évalue qu'aujourd'hui, on a entre 60 et 70% des personnes dans le secteur économique qui évoluent dans un monde de projet, d'activités de projet, qui ne sont pas forcément chefs de projet, hein, mais qui, à un moment ou à l'autre dans leur carrière, quelle que soit leur profession, vont se retrouver confrontés, évoluer dans ce monde-là. Et c'est pas très... vu comme ça, c'est pas super sympa, hein, parce que j'ai l'écran un peu petit, je me souviens plus du chiffre, mais il indique 35% des projets qui échouent, hein, c'est ça, voilà. Alors, pour ceux qui s'y sont intéressés, vous verrez là un tas de statistiques, mais grosso modo, la performance globale du monde du projet, si on compare à n'importe quelle autre profession, et pas forcément si enthousiasmante que ça. Alors, c'est aussi parce que c'est compliqué, on est d'accord, et c'est surtout parce qu'on parle du futur. La gestion de projet, c'est se projeter dans le futur. À partir de là, ça veut dire qu'il y a un taux d'incertitude énorme et forcément, ça échoue des fois. Et tout le développement de la profession de gestion de projet, de management de projet, a cet objectif-là, en quelque sorte, d'être en capacité, non pas de prédire l'avenir, hein, bien entendu, mais de maîtriser, de contrôler ce que l'on va faire lorsqu'on va se mettre sur une initiative particulière, un projet particulier, à implémenter la stratégie d'une entreprise. Et aujourd'hui, Emmanuel, plus que jamais, je pense que l'incertitude, on parle de monde VUCA à un moment, voilà. Ouais, et je pense que voilà, aujourd'hui, on est plus que jamais, plus incertain que jamais. Voilà, je voulais arriver, mais effectivement, le project management reste, je dirais, le seul espoir, la gestion, pardon, du project management reste le seul espoir de pouvoir, au minimum, maîtriser, si on peut utiliser le mot, mais je te laisse continuer, mais voilà, de maîtriser un petit peu cette incertitude quand même. Alors oui, voilà. Et puis effectivement, donc on va avancer parce que ça, c'est la vision d'un pape du project management. Donc il défend son intérêt. Mais si on prend ici, j'ai mis un exemple de l'enquête que fait PwC auprès des CEO, hein, auprès d'environ 5000 CEO dans le monde chaque année. Il y a une petite étude supplémentaire faite sur l'enquête de 2022, dont j'ai sorti quelques chiffres, voilà, qui montre l'importance des décisions prises sur les projets, on va dire, au sens auquel on vient de l'entendre, par rapport aux décisions habituellement identifiées comme étant stratégiques,
que prennent des CEO. Et il y a une évaluation finalement que sur l'impact du business, sur la profitabilité du business, finalement les décisions prises au niveau des projets de l'entreprise sont tout aussi importantes en termes d'impact que les décisions prises au niveau stratégique, typiquement acquisition ou des investissements. Et dans l'impact que peut avoir l'activité de gestion de projet, il y en a une en particulier qui est impactante sur les résultats, c'est l'affectation des ressources. Est-ce que je décide de démarrer un projet, c'est le graphe de droite, ou est-ce que je décide d'arrêter un projet? Et ce niveau de décision, d'affectation, de réaffectation de ressources, finalement, est tout aussi important et tout aussi impactant sur la marge, le profit des entreprises que des décisions beaucoup plus classiques que des CEO ont à prendre, d'acquisition de nouveaux business ou de cession ou de réduction de business. Et le message qui est passé ici par PwC, c'est attention les CEO, parce que la vie des projets, finalement, qui a un impact tout aussi significatif sur le profit de vos entreprises, la vie des projets, elle se passe quelque part à un niveau du dessous, dans des réunions où vous n'êtes pas forcément. Vous avez mandaté, délégué des chefs de projet et des équipes qui vont mener une activité qui a un impact sur votre business tout aussi impactant que finalement les activités que vous vous êtes réservées vous-même d'un point de vue stratégique. Donc je pense que ça, c'était une introduction effectivement qui nous permet de prendre bien conscience du management de projet. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de la supply chain? Donc, je me suis présenté rapidement et je ne suis pas un spécialiste de la supply chain. Vous l'êtes, pour un certain nombre d'entre vous, si j'ai compris, ou vous allez le devenir. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé. Je ne sais pas si on est habitué à cette représentation du hype cycle de Gartner. Bon, le hype cycle, c'est grosso modo, qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est attendu. Il y a un niveau d'expectation, d'attente sur des technologies typiquement, donc généralement ça monte au début, il y a des early adopters, il y a un tas de monde qui se bouge, et puis il y a une espèce de creux de désillusion, et puis il y a les vraies technologies qui émergent et on atteint ce qu'on appelle le plateau de maturité sur la droite. Et dans le monde de la supply chain, dans cette étude de Gartner, il y a un truc qui m'a vraiment, un phénomène qui m'a frappé en me disant, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le très court terme. Vous vivez dans un monde, je pense que Raphaël peut en dire beaucoup plus que moi, vous vivez dans un monde de transformation incroyable, non seulement la digitalisation, bien entendu, et tous ces outils, comme on a vu il y a quelques semaines aussi dans le webinaire précédent, mais un monde où on se projette vraiment dans le futur, dans ce monde qui est celui de la gestion de projet. Mais tiens, Emmanuel, il y a une question de Julien quand même, et ça c'est bon, une belle question, tiens. Est-ce que, je vais la lire de toute manière, mais est-ce qu'on a les moyens de décider à quel moment, est-ce qu'on a des moyens, des outils pour décider à quel moment on arrête ou on continue avec un projet? Je ne sais pas si tu vas le traiter pendant ta séance. On y reviendra sur l'importance. Effectivement, c'est la difficulté à un moment donné, plutôt, et de mon expérience, c'est plutôt sur l'arrêt des projets. Parce qu'en fait, il y a ce biais cognitif qui est de se dire, j'ai commencé à dépenser, je dépense, ça marche pas très bien, mais finalement, tout ce que j'ai déjà investi, je vais continuer. Et ça, c'est souvent un biais qui fait qu'on ne sait pas arrêter les projets. On se dit, on a déjà mis de l'argent dedans, ça n'a pas l'air de fonctionner au final, que ce soit un nouveau produit, un nouveau service, une transformation d'organisation, et on va avoir tendance à continuer le projet, alors que c'est une décision très forte. Est-ce qu'il y a des outils pour décider? Il y a l'analyse du business plan, il y a du projet, bien entendu, il y a différents indicateurs d'analyse, qui vont permettre de se dire à un moment donné, il faut arrêter, mais c'est vrai, et on y reviendra, démarrer et arrêter, ça fait partie de la vie des projets. Et c'est peut-être des phases qui sont relativement difficiles à contrôler. Je voudrais quand même, et tu m'arrêtes à tout moment, Emmanuel, mais pour l'audience, parce qu'on a pas mal de gens là maintenant, je vois que c'est la foule, il est dingue. Et bienvenue, soyez tous bienvenus. Mais là, attention l'équipe, quand on parle des projets, c'est vrai que Emmanuel ne s'est pas présenté, mais fait partie d'une belle entreprise française qui désigne et qui fabrique des engins extrêmement pointu en termes technologiques, qui fait voler nos avions, des grands avions, et aussi de les faire atterrir. Alors, il y a toujours cette notion de création à un moment, après fabrication, après, comment on dit, distribution, ou plutôt de commercialisation. Alors voilà, il faut imaginer, quand on dit projet dans cette webinaire, on peut imaginer tout. Depuis une usine de traitement d'eau au milieu de Riyad,
ou une raffinerie à Le Havre, ou un port, tiens, tout le dock, le quai d'appostage des naves, des navettes, etc. On peut parler des voies ferrées. Voilà, tout la notion. C'est pour ça que je pense que c'est important, Emmanuel, que tu as dit un truc extraordinaire. Voilà, il représente une grosse partie de notre économie monde est fait autour de la notion projet. Alors, c'est ça l'importance. Par contre, et j'ai fini, la supply chain rentre pile poil. Alors, soit sur la phase d'ingénierie, où on est en train de designer les choses, on est à côté des ingénieurs pour les accompagner, soit à la recherche des fournisseurs, le planning, effectivement, de la mise en place de tout ça, les appros, la manufacture, la recherche des fournisseurs si on ne le fait pas nous-mêmes. Et après, effectivement, la mise en place, la livraison, le transport, le client final, etc. Alors, vous voyez, la supply chain et les projets, c'est presque, je dirais pas des images bizarroïdes, mais frères et sœurs. C'est main à main, c'est un truc, c'est tout tango, comme on dit en bon anglais. Voilà, c'est des trucs qui sont collés, c'est des jumeaux. On vit dans une vie, en supply chain, on vit dans des projets presque de manière, on baigne dans le projet presque naturellement. Alors, je m'arrête, mais je voulais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de connexions et puis on va les faire tout au long de l'heure qui vient, hein, effectivement. Voilà. Donc, bon, très rapidement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est pas un cours, hein, on est d'accord. Si vous voulez faire un MOOC sur la gestion de projet, alors vous en trouvez autant que vous voulez sur Internet. Si vous voulez. C'est quoi un MOOC, Emmanuel? C'est quoi un MOOC? Massive Online Open Course, hein, donc vous passez, vous connectez, vous passez des slides, vous verrez, il y a un tas de personnes qui vous proposent ça. En termes plutôt de formation, on reviendra dans le cours de la discussion, si vous êtes intéressé, sur les certifications qui peuvent être proposées. Et puis alors, quand on gère les projets, effectivement, on aime bien la boîte à outils, les trucs et astuces. Et là, encore une fois, je vous parlerai de mon expérience, mais si vous vous y intéressez, il y a vraiment beaucoup de ressources en ligne. Donc voilà, c'est un partage. Merci pour les premiers qui ont posé des questions. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous partager le plaisir que j'ai à gérer des projets, le plaisir que j'ai à enseigner dans ce domaine-là, à former des collègues, voilà. Et que ça vous donne, vous aussi, l'envie d'en savoir un petit peu plus au bout des 40 minutes. Donc on va rentrer dedans. Alors, je ne sais pas si avec Livestorm, on a vraiment la possibilité là d'avoir ce petit échange interactif, mais c'est pas... Tout à fait. En termes de questions, oui, c'est actif. Et là, je vois que l'équipe, Julien et tous les autres, ils sont en train d'écrire et voilà. On continue. Je vais t'arrêter le moment que je vois des questions et voilà. Voilà, donc on prendra au fur et à mesure et n'hésitez pas. Ah oui, pardon, il y a une question. Voilà. Non, désolé, je sais pas si on peut peut-être pas le faire comme ça très facilement avec l'outil ce soir parce qu'il y a quelques soucis de connexion, mais l'idée était aussi de comprendre. Non, mais c'est une question. Non, mais on va la poser. On va la poser à l'audience. Je pense que c'est pertinent. Alors, c'est en anglais, probablement. Aide-moi, Emmanuel. Alors, bon, allez-y dans le chat, hein, ABCD, voilà, voir un peu vous-même comment vous vous sentez vis-à-vis de la gestion de projet, plutôt novice, plutôt expert D. N'hésitez pas les uns les autres, ça va permettre de répondre très très simplement. On va pas avoir le graphe qui va s'afficher, mais on va pouvoir regarder ça dans le chat comment vous vous sentez. Ce qui va aussi permettre voilà, de peut-être adapter un peu le discours. N'hésite pas à intervenir, l'équipe. Vous êtes nombreux ce soir. La question, c'est simple. Est-ce que vous êtes novice, vous sentez novice, intermédiaire, avancé ou expert? Et voilà, et si vous pouvez partager dans un mot, c'est quoi pour vous, project management, gestion projet, voilà. Alors, je vois là que Bruno est en train d'écrire. Alors, on a des réponses qui commencent à s'afficher, je crois. Oui, novice. Voilà, on a quelques avances. Voilà, bravo. On a novice encore. Voilà, très bien. S'arrache les cheveux. Ça, c'est bien. Vous avez vu, effectivement, que je me suis beaucoup arraché les cheveux. Et j'arrive, Emmanuel, j'arrive. Wow. Ok, on peut continuer. Voilà. Donc, principalement, on va voir découper en trois. Finalement, les projets, Raphaël a déjà un petit peu avancé sur le sujet, mais
où est-ce qu'il y a des projets, où est-ce que ça se trouve, c'est quoi la gestion de projet, que je permets d'appeler une sorte d'alchimie, et puis être project manager finalement, est-ce que c'est une vocation, est-ce que c'est votre vocation, est-ce que ça peut être votre vocation, voilà ce que le petit voyage que je vous propose pour ce soir. Alors la vie des projets, oui, c'est un peu une illustration de ce qui se passerait si le monde n'était pas très organisé et les projets nous aident à organiser le monde et à sortir du chaos. Je fais une petite frise historique, c'est assez classique et ça permet d'introduire quelques notions sur la page suivante, Raphaël. On fait remonter les projets aux pyramides égyptiennes, classiquement, mais on parle de projets d'abord dans le domaine de la construction. Hein. On a évoqué tout à l'heure les différentes industries et la notion de projet va émerger progressivement. J'ai mis ici les projets les plus spectaculaires qu'on peut imaginer à travers les âges, hein, bien entendu, les pyramides, la muraille de Chine. Les pyramides, très intéressants parce que il paraît qu'ils avaient découpé les responsabilités, il y avait un responsable pour chaque face. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça illustre une des caractéristiques de la gestion de projet. Hein. Pareil, la muraille de Chine, a priori, c'était aussi, il y avait 3 ou 4 divisions du travail spécialisées. Et on voit apparaître à travers tout ça, progressivement, ce que va devenir l'ère moderne de la gestion de projet. J'ai partagé là en deux, si vous voyez, à gauche c'est la préhistoire des projets, on parle pas de management de projet, on parle de projet, principalement on parle de génie en fait. Hein. Les chefs de projet c'était historiquement des génies qui conduisaient des projets incroyables, il y a le canal de Panama aussi. Effectivement, le projet Manhattan, le développement de l'arme nucléaire va être un des éléments et l'histoire du XXe siècle qui va amener à ce qu'on appelle à peu près depuis le milieu du XXe siècle, hein, les années 1950, l'ère moderne de la gestion de projet, avec là aussi quelques sujets emblématiques. Alors le tunnel sous la Manche, le Tunnel, hein, qui est un des premiers gros projets incroyables en termes d'organisation multinationale, avec des financements privés, publics, où il y a beaucoup de littérature très intéressante en termes de retour d'expérience. Beaucoup d'entre nous sommes très intéressés par tout ce qui peut se passer autour des activités de SpaceX ou de Tesla. C'est très intéressant. Ici, j'ai illustré avec la Falcon 9, mais typiquement, la Falcon 9, c'est quand même la suite d'une histoire où les 3 premiers lancements ont été ratés. On aurait pu s'arrêter là. Les 3 premières Falcon 1, les 3 premiers tirs, c'était raté. Et dans la philosophie de la gestion de cette activité, de ces projets-là par Elon Musk, et il venait du monde du développement logiciel, on pourrait y revenir, c'était pas grave, ça faisait partie de la vie. La gestion de projet, c'est aussi accepter des échecs et apprendre de ces échecs-là. On va y revenir quand on parlera un peu plus d'Agile, si certains sont intéressés. Et là, pardon, Emmanuel, ça rentre bien cette question de Bruno, parce qu'il dit effectivement comment démarrer un projet supply chain dans une organisation sans toutefois créer une collision entre les départements supply chain et département management projet. Alors, effectivement, les organisations sont plus ou moins orientées projet et des organisations plutôt orientées fonctionnelles, on va dire, où il y aurait une fonction importante supply chain, peut décider, et c'est tout à fait légitime au vu de ce qu'on vient d'échanger, de démarrer des projets de transformation, d'implémentation de nouvelles sources, etc., et mettre en place une organisation, une structure d'un projet, de 2 projets, d'un programme, d'un portefeuille, c'est des notions sur lesquelles on peut aussi revenir, ce qui va créer une collision de toute façon au niveau des ressources. Puisqu'à un moment donné, on va utiliser les ressources de l'entreprise, le personnel de l'entreprise, l'argent de l'entreprise, pour mener un ensemble d'activités coordonnées sous forme d'un projet, mais ces personnes-là étaient déjà occupées en quelque sorte. Et c'est la plus grosse difficulté. Et c'est aussi ce que moi je tire de mon expérience. C'est vraiment la gestion de projet, c'est avant tout la gestion d'une équipe de ressources, de compétences. Et ce qui va faire qu'on va réussir ou pas le projet, c'est bien entendu l'énergie qu'on y aura mis, les outils qu'on aura pu utiliser, le budget qui nous aura été alloué, mais c'est surtout la réussite collective de l'équipe qui, à un moment donné, aura eu les bonnes compétences et aura été disponible pour le faire. Démarrer un projet, la plupart du temps, et c'est une des causes qui explique les fameux 35%, c'est du boulot en plus de notre boulot de tous les jours. On a beaucoup de situations
où effectivement on se conduit nous-mêmes dans une sorte d'échec, hein, en rajoutant des projets sur des projets sur des projets. Et ça rejoint voilà notre question qui est quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on arrête. C'est vraiment l'aspect critique pour un leader, et un leader de la supply chain qui va avoir à gérer à la fois ses opérations courantes et la nécessité de transformer, d'améliorer son business et de lancer on request des projets. Le point d'attention est vraiment l'utilisation au sens noble, hein, l'utilisation de mes ressources. Et ça, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Voilà, c'est une décision stratégique à un moment donné qui de toute façon est impactante sur mon activité opérationnelle. Mais on est d'accord, Emmanuel, en revenant à la question de Bruno, qu'il y en a une autre question là, qu'il y a une structure, une gouvernance, une manière de faire, il y a des process à suivre, il y a des rituels, il y a une hiérarchie. Alors voilà, au-delà de la capacité de les organisations, en termes de ressources, et tiens, j'en profite, voilà, il faut parler de planification, et là on le fait assez bien pendant le master, on a un bloc de compétences qui est dédié à la planification. C'est probablement le seul master, et je me réjouis pour ça, pour la petite anecdote, qu'on parle effectivement de toute typologie et tout outillage et tout process de planification, mais c'est un fondamental, c'est fondamentaux pour y faire un bon projet. Je ne sais pas si j'improvise, effectivement, ce n'est pas un projet, c'est une fête pagane, en fait foraine. Non, un projet, c'est structuré, il y a effectivement une hiérarchie, il y a une organisation, il y a des ressources allouées, comme tu as dit, il y a du temps, pas nécessairement trop, parce que sinon, voilà, on passe tout le temps à faire des projets, il faut finir un moment. Mais en gros, voilà, pour répondre aussi à Bruno, l'improvisation, c'est l'échec. Et oui, tu as des collisions le moment que tous ces aspects que Emmanuel il est en train de parler là ce soir, il va continuer quand même, ils sont pas organisés, ils sont pas répertoriés, ils sont pas analysés au préalable et exposés. Il y a une autre question de Bruno, est-ce que... et on va l'aborder, je suis en train de la lire, là, ça y est, j'ai le flux, effectivement. Est-ce que on peut gérer, en grosso modo, tous les projets de la même manière? Alors, à un moment donné, c'est un peu ce qui a été imaginé. Je vois que Raphaël, tu presses, mais je voulais juste dire un mot sur le slide précédent, sur le Covid et la pandémie. C'est dans ce métier, comme dans tous les métiers, c'est vraiment une source de réflexion énorme. Du jour au lendemain, on a arrêté 90% des projets. Ça répond aussi à... alors, sous la contrainte, du jour au lendemain, on a su arrêter 90% des projets. Les entreprises ont survécu. Il y a eu un focus contraint, mais un focus énorme, voilà, qui est aussi une leçon pour se dire, mais finalement, est-ce que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas X% de mes projets qui servent à rien, qui ont été lancés parce qu'on avait voulu améliorer quelque chose, etc. Voilà, et je pense que la supply chain aussi, il y a beaucoup d'enseignements qu'on tire de cette époque du Covid et de la réponse surtout du monde économique suite à la pandémie. Alors les projets eux-mêmes, effectivement, c'est quoi un projet? Ça peut être défini par un certain nombre de caractéristiques, mais un projet, c'est grosso modo une activité pas habituelle. Voilà, on va lancer quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est pour ça que j'ai illustré avec Apollo 11 en haut à droite. Hein, si vous voulez, Apollo 11, c'est la première mission. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. C'était un projet au sein d'un programme. Et on verra que tous les projets d'Apollo ne sont pas tous passés pareil. Parce que c'est unique à chaque fois. C'est unique par nature. On va faire quelque chose que personne d'autre n'a fait avant. J'ai fait de la gestion de projet, beaucoup, des dizaines de projets dans le monde du développement des produits industriels, d'équipements automobiles. On peut dire, oui, à chaque fois, c'était la même chose. Non, à chaque fois, c'était un nouveau produit, des nouvelles équipes, un nouveau client. Et cette unicité, qui résulte de la nouveauté, est vraiment quelque chose qui caractérise les projets. Les projets, ils ont un début et une fin, on a parlé, voilà, c'est limité dans le temps. Les projets, ils ont des objectifs. On développe un projet parce qu'il y a un objectif spécifique à ce projet-là. On va, mettre en place une nouvelle chaîne d'approvisionnement, fabriquer une nouvelle usine, décider d'une nouvelle organisation, voilà, pour répondre aussi à la question de Bruno, hein, le scope est très très large, mais l'intention du projet, c'est de créer de la valeur. Voilà, parce qu'à un moment donné, on va dépenser de toute façon des ressources, au sens très très large du terme, de l'argent, des personnes, du temps, pour créer de la valeur, et c'était quelque chose qui n'est apparu que très récemment dans le corpus de la gestion de projet, dans le métier, voilà, c'est ce focus sur la création de valeur.
Et comme je disais, c'est le 5e point, hein, donc forcément un projet, ça consomme de la ressource. Et un des talents du chef de projet, c'est effectivement de savoir gérer, piloter cette consommation de ressources, sachant que la ressource principale qu'on a, c'est le temps, et que le temps, quoi qu'on fasse, il s'écoule. Donc beaucoup de projets arrivent en retard, mais parce que de toute façon, on peut décider de ne pas dépenser, on peut décider de ne pas faire appel à des ressources tout de suite, mais le sablier s'écoule, et ça, c'est très, très compliqué. Et toute la professionnalisation de la gestion de projet a commencé autour de la maîtrise du temps. Un projet, généralement, c'est découpé dans le temps pour arriver à maîtriser ce qui va se passer dans le futur. On découpe. Voilà. Et tout ça, ça donne un cadre a priori plutôt favorable. Et puis, comme Raphaël commençait à le dire un peu plus tôt, aujourd'hui, c'est dans un monde VUCA. Je pense que la plupart d'entre nous, on est habitués maintenant à cet acronyme. Là, le monde, c'est la volatilité. Les choses changent vite, de plus en plus vite. On est dans une plutôt instabilité, on va dire, au sens très large économique. Une incertitude qui était déjà le monde de la gestion de projet, mais qui est plutôt grandissante aussi dans l'activité économique. Une complexité liée à toutes les interactions qui fait que, même si historiquement, on affronte cette complexité dans la gestion de projet en découpant, on va y revenir, le work breakdown structure par exemple, voilà, on découpe les tâches, on a l'habitude de dire dans notre métier que pour manger un mammouth, il faut juste le couper en tranches et ensuite on le mange, mais la complexité est sans cesse croissante, et puis l'ambiguïté, bien entendu, c'est les décisions, décision A, décision B, on prend des décisions tous les jours dans les projets. Ça ne devient pas toujours évident de savoir si c'est la décision A ou la décision B. Et donc, un projet, c'est aussi un certain nombre de points d'attention. Un projet, c'est un scope qui est bien défini, c'est un périmètre qui est bien défini. Et un des plus gros risques que l'on a en gestion de projet, c'est le scope creep. C'est que ce périmètre, il commence au fur et à mesure. Je vais imaginer mener une transformation locale d'un service, et puis je me rends compte en essayant de faire ça que le service d'à côté fonctionne pas bien, et puis le projet grossit. C'est un des plus gros risques du projet. On a lancé un projet avec un objectif. Voilà, le chef de projet a ça dans sa ligne de mire, il doit s'y tenir. Un projet aussi, c'est dépendant d'un certain nombre d'hypothèses. Alors, lorsqu'on a des hypothèses qu'on a écrites, quand je développe un nouveau produit industriel, je vais utiliser un certain nombre de technologies sur lesquelles il y a un niveau de maturité qui va me permettre de les utiliser et de mettre sur le marché en quelques mois un produit qui utilisera ces technologies. Et il y a peut-être aussi des technologies qui ne sont pas matures. Et ça fait partie des hypothèses du projet qui vont induire un niveau de risque. Je pense qu'en supply chain, le risk management, vous en parlez effectivement tout à fait, déjà voilà. beaucoup. Voilà. On a un module entier. C'est là où ça se connecte. C'est là où ça se connecte aussi. La planification, la gestion des risques, les deux mondes, comme tu le disais, Raphaël, sont vraiment très très connectés. Un projet, c'est basé sur les people, sur les personnes, sur les équipes, comme je disais précédemment. Et ça, c'est et on va essayer de mesurer un projet. Voilà, c'est toutes les techniques finalement pour essayer de garder le contrôle. On va essayer de mesurer, et ça a conduit peut-être à un certain moment à une inflation sur les méthodologies de mesure de contrôle des projets, mais finalement c'est pas ce qu'on recherche. Alors ça. Il y a aussi une question d'André et Bruno sur comment anticiper les risques dans un projet et comment faire face en cas de survenance. Alors j'avais effectivement. Je passe la page, si tu veux, voilà. Non, on va y revenir. J'avais prévu qu'on en parle un peu, puis finalement, vu le temps qu'on a, j'avais enlevé les pages. L'anticipation, c'est super, comme question. Effectivement, on travaille dans l'avenir, dans la gestion de projet, on fait face à de l'incertitude, donc ça fait partie du métier d'anticiper. Mais vraiment, vraiment au quotidien, ça veut dire qu'on a une capacité à identifier sur la base de ce qui est spécifique au projet, les risques que l'on prend. Je parlais par exemple d'une technologie, quand on décide de lancer un projet d'un nouveau produit, on peut prendre des risques sur la maturité d'une techno, on va faire des essais, des protos, voilà, des choses comme ça. J'ai le développement aéronautique ou le développement automobile dans lequel j'ai beaucoup été, sont tout à fait typiques de ça. Et si on a identifié les risques, c'est super, parce qu'on va être capable de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention, d'atténuation du risque,
qui fait que même si éventuellement on fait face à des difficultés, on les a anticipées, on est capable de réagir. Généralement, dans le budget du projet, dans le planning du projet, on va se mettre une réserve, une contingency reserve, un buffer pour prendre en compte cette incertitude. Alors, voilà, tout le talent de la gestion de projet, c'est de pas mettre trop de marge, pas mettre trop de buffer pour être en capacité d'être économiquement viable et d'arriver à temps sur le marché vis-à-vis de nos concurrents, mais tout en se prémunissant de cette incertitude. Et la gestion des risques dans le cadre du projet est une activité à part entière sur laquelle on aurait pu faire tout le webinaire Tout à fait. ce soir. Mais si tu es d'accord, Emmanuel, parce qu'en partageant un petit peu d'expérience de toi et moi, la moitié de ma vie, c'était dans des écosystèmes projets. Je vais te raconter une histoire là, c'est tout simplement que systématiquement, la supply chain, il faisait partie du comité de risk review, la révision des risques, pendant la phase offre d'un projet, quand on offre à un client un nouveau truc, là, une nouvelle usine, une nouvelle usine de traitement d'eau, peu importe, une raffinerie, peu importe, voilà, on garde des trains. Voilà, on regarde, mais c'est l'expérience, André Bruno. C'est vraiment l'expérience. Toi, les entreprises capitalisent sur la connaissance. On a fait un projet, on s'est tapé fort, on a perdu pas mal d'argent. Deuxième, on récupère, on commence à regarder les choses qui sont pas bien parties aux premières, on va au deuxième. Et là, tu as des sociétés, pour ne pas les citer, mais Suez, Veolia, sur le métier de l'eau, du déchet, Safran, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, sur les engins pour des avions. Et comme ça, et tout l'automobile, chaque voiture, c'est un projet entier dans sa conception, depuis sa conception. Mais une fois qu'on a fait la première, on capitalise à la connaissance et la prévision des risques commence à devenir de plus en plus mûr. Pourquoi? Parce on a passé d'expérience, on a vécu, on a essayé de rattraper parce que voilà, on ne se laisse pas faire pour les avenants. Mais par contre, voilà, c'est l'expérience aussi qui joue un rôle important. Dès là, l'intérêt d'avoir des gens dédiés à la supply chain qui font ces offices, l'ingénierie, la manufacture et les autres, je dirais, les autres métiers de l'entreprise. On va parler des équipes multifonctionnelles, mais voilà. Back to you, Emmanuel. Voilà. Là, je vois que voilà, l'audience se défoule. Et là, c'est Julien encore, voilà, qui vient avec une belle question. Donc Julien, je pense que Julien essaye de nous, je me trompe peut-être, mais peut-être de nous introduire à la théorie de la chaîne critique, effectivement. Mais bravo. Voilà, on évoquait. On a des experts, Emmanuel, on a des experts dans ces webinaires. Voilà, tu t'attendais que des petits étudiants, mais voilà, non, il n'y a que des experts ici. Mais effectivement, mutualiser les marges de sécurité des différents acteurs du projet, c'est le plus gros risque qu'on a, c'est que chacun prenne ses marges. Voilà, c'est très très classique dans un processus de planification où il y a une certaine protection. Les méthodes agiles, en particulier, la méthode de la chaîne critique, sont des méthodes modernes. On va regarder ça rapidement là aussi dans la suite, qui permettent de contourner ça. Juste sur ce slide, avant que tu tournes, Raphaël, celui-là, je l'ai illustré avec Apollo 13. Effectivement, je vous disais, les projets suivent et ne se ressemblent pas. Apollo 11, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Apollo 13, c'est Houston, on a un problème. Et oui, on savait déjà faire, mais le projet suivant a rencontré un certain nombre d'incertitudes. On a capitalisé sur une expérience, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait effectivement, alors que c'était aussi une capsule Apollo, des problèmes qui ont fait qu'il a failli pas revenir, Apollo 13. Voilà, c'est une petite illustration. Alors, on disait, est-ce qu'on gère tous les projets de la même manière? Donc, ça voudrait dire, c'est le slide juste après, il faudrait classifier les projets. Mais classifier des projets, combien il y a de catégories de projets? Ma réponse habituelle, c'est il y en a autant qu'il y a de projets, puisque chaque projet est unique, c'est par définition, c'est ce qu'on a dit. Alors, on peut trouver des catégories en fonction de comment le projet est financé, de la valeur que délivrée par le projet, de son contenu. Et ça va permettre effectivement de répondre à une question que posait Bruno. Déjà, de ne pas gérer tous les projets de la même manière, bien entendu, mais ça va surtout permettre à une entreprise, en catégorisant, en classant ses propres projets, de gérer son portefeuille de projets. Puisque les projets de l'entreprise utilisent tous les mêmes ressources, c'est celle de l'entreprise. Et donc, on revient sur cette classification qui va permettre une priorisation et la gestion de l'ensemble des projets de l'entreprise comme un portefeuille. Si je prends une analogie,
le MBA de cette année, la promotion de cette année, c'est un projet pour toi, Raphaël. Et toi, Raphaël, tu es responsable du programme, c'est-à-dire de tous ces projets qui vont succéder d'année en année. Il y a une cohérence à assurer en tant que responsable du programme MBA. Et je pense qu'au niveau de l'Institut Léonard de Vinci Exécutive, l'ensemble des MBA eux-mêmes forment un portefeuille d'activités. Exactement. Et on a ici voilà, un exemple, une analogie des projets, des programmes, des portefeuilles et une structuration dans cet exemple d'une activité d'éducation, mais la structuration de l'activité de l'entreprise, c'est sa classification qui est importante de manière à piloter l'ensemble de ces projets. Je dois rappeler, Emmanuel, gardien du temps, que voilà, notre projet. Voilà, alors on va aller sur un slide, sur 2-3 slides, là, je pense qu'ils vont intéresser, sur le management de projet. Donc forcément, les projets, on a compris, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut gérer tous les projets de la même manière? Alors, le management de projet, on a dit, quelque part, milieu du XXe siècle, ça devient une activité. Auparavant, c'était perçu comme étant quelque chose de plutôt administratif. Alors, on a eu un précurseur, M. Gantt, je pense que maintenant tout le monde connaît le Gantt chart. Puis la méthode du chemin critique et la méthode PERT, en fait, l'activité de gestion de projet se développe autour de ce contrôle du temps. Contrôle du temps dans je vais faire un planning. Voilà ce qu'on appelle nous en bon français, je vais faire un planning. Et puis progressivement, l'activité va s'enrichir du contrôle économique, c'est ce qu'on voit avec l'Earned Value Management. Et puis les choses vont se compliquer. À un moment donné, voilà, on a la méthode de la chaîne critique basée sur la théorie des contraintes. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous encourage vivement à aller voir, qui va essayer d'apporter de la simplification. On a le visual management à travers le Kanban, voilà, qui est aussi très utilisé en projet, qui nous arrive encore une fois du Japon, Toyota. Le Kanban est aussi un outil très très utilisé dans la gestion de projet. Et en parallèle, j'ai mis un exemple ici, le Total Cost Management. En parallèle, les métiers vont continuer à complexifier en quelque sorte, en développant des frameworks comme le Total Cost Management que l'on veut de plus en plus robuste et de plus en plus solide. Et donc toute la profession au cours du XXe siècle va se professionnaliser. Alors, pour se professionnaliser, il faut déjà être capable de définir ce que c'est que le management de projet. Le management de projet, c'est une alchimie, c'est une discipline, c'est un art. J'ai mis ici autant de définitions qu'on peut en trouver de différents organismes. J'attire votre attention sur la dernière définition. C'est celle qui est dans le dictionnaire de l'ASCM, de l'Association Supply Chain Management. Et en fait, c'est intéressant parce que, voilà, encore une fois, comme on le disait, c'est interconnecté. Donc, dans le dictionnaire de l'ASCM, il y a tous les termes de la gestion de projet. La référence pour nous, et quand on va continuer, c'est la deuxième définition, c'est celle du PMI, du Project Management Institute. Voilà. C'est une pratique de management de projet qui permet d'utiliser les bons outils, les bonnes compétences, les bonnes techniques au bon moment. Et effectivement, je ne sais pas répondre à la question, je dois utiliser quoi quand. Ça va être l'expérience qui va nous l'amener. La grande qualité du chef de projet, c'est cette capacité à mobiliser des connaissances à un moment donné en fonction d'une situation. Profitons de cette page, Manuel, désolé de t'interrompre, mais il y a un truc énorme dans les marchés, plutôt dans des entreprises, encore une fois liées au projet, qu'il y a un rôle qui s'appelle Supply Chain Project Management, Project Manager. So SCPM, on l'appelle de temps en temps. Au PPM, je ne sais pas combien d'entre vous avez Project Procurement Manager. Et là, c'est effectivement, c'est un binôme. Il fait binôme avec le Project Manager, mais côté achat, côté supply chain. C'est un petit peu l'ambassadeur des achats, l'ambassadeur de la supply chain dans un projet qu'il est loué au projet tout au long de la vie du projet, depuis l'offre jusqu'à l'exécution. Alors, simplement pour la petite anecdote, le métier existe chez nous depuis de temps. Pas nécessairement très longtemps. Voilà. Alors, donc ce management de projet qui est une alchimie, un art, l'art au sens de l'artisan et de l'artiste, c'est professionnalisé. Et j'ai mis ici quelques concepts ou notions. Bon, je pense sûrement la plupart avaient entendu parler. Le PMI, le Project Management Institute, c'est la création à la fin des années 60. Ça devient de fait la référence internationale en gestion de projet. C'est très lié effectivement à ce qui ensuite va être standardisé à travers l'ISO. Ça vient des US,
ça a été fondé de manière un peu informelle avant de se structurer. Et ça délivre en partie un certain nombre de certifications, et en particulier deux sur lesquelles j'attire l'attention. Voilà, le CAPM, le Certified Associate in Project Management, et le très très connu, le PMP, le Project Management Professional, qui sont deux certifications, quel que soit son métier, qui sont relativement accessibles si on évolue dans les projets. Le CAPM, c'est le niveau junior, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience particulière, il faut 25 ou 26 heures de cours et un examen en ligne de 200 questions sur un ensemble de connaissances de base qui vous permettent voilà, de faire reconnaître, quel que soit votre métier, que vous avez les connaissances de base en gestion de projet. Le PMP, c'est une certification qui exige 36 heures de cours ou d'avoir le CAPM, et puis 3 ans d'expérience professionnelle continue en gestion de projet. Donc c'est déjà pour des chefs de projet aguerris, c'est le même type d'examen, c'est très très reconnu dans la plupart des industries. Hein. Alors ils évaluent eux-mêmes le PMI, le nombre de certifiés à plus d'1,5 million, 1,6 million, et ça se base sur un corpus de connaissances, le PMBOK, le Program Management Book of Knowledge, dont j'ai une petite illustration. On va sauter sur le slide suivant, si tu veux, Raphaël. Voilà le juste avant, le PMBOK, juste avant. Voilà. Le PMBOK en est à sa 7e édition, 2021. Les barres rouges, en fait, ça a été le nombre de pages du document. Hein, ça paraît tout bête, mais on évoquait le fait que ça se professionnalise, et finalement, la profession a commencé à définir, et au fur et à mesure, ce que c'était que le project management, et c'est devenu super compliqué. Il y avait 756 pages dans la version 6. Pour passer l'examen, il fallait être très, très motivé, et 49 ou 50 processus différents à apprendre. Et il y a eu une révolution 2021, la 7e édition, on a divisé le nombre de pages par 3. Ça s'est simplifié, ça s'est concentré. La partie très très processée a disparu, et pour répondre à une question de Bruno, je crois, hein, on a vu apparaître la notion de scalabilité et d'adaptation. Le corpus de connaissances du project management dit clairement qu'effectivement, il faut savoir adapter sa méthode, les méthodes au projet, et donne un cadre pour le faire. Donc, je gère un petit projet, je gère une construction d'un bâtiment, je gère le développement d'un nouveau fournisseur, d'un nouveau produit. Voilà, c'est un projet, mais le cadre n'est pas le même, et la profession qui avait construit au fur et à mesure, par accumulation de couches, des strates et des strates, et avait conduit à quelque chose de très très complexe, voilà, est aussi dans ce mouvement de simplification. Alors, si on revient juste avant, hein, donc juste avant en certification, on connaît aussi peut-être celle du Prince2, c'est l'origine, c'est UK, c'est moins connu globalement. Si vous avez la velléité, la volonté de vous engager dans le niveau de certification, de base celle du PMI, si dans le domaine dans lequel vous évoluez, dans le pays, dans l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est plutôt le Prince2 qui a les faveurs, voilà, c'est très similaire. N'hésitez pas, hein, c'est effectivement, il y a 2 niveaux de certification, de la même manière, Foundation pour les débutants, les juniors et practitioners qui sont au niveau avancé. On est assez similaires. Et juste aussi parce qu'on en a parlé, en même temps que se développait ce corpus de connaissances qui, on l'a vu, c'est relativement complexifié, c'est développer l'agilité. Voilà. Et l'agilité n'est pas une méthodologie de projet, hein. L'agilité, c'est à la fois un manifeste, le manifeste agile, c'est un certain nombre de principes, simplement, c'est très simple, qui viennent du monde du développement logiciel et qui ont inspiré d'ailleurs très très fortement, hein, la version maintenant 7 du PMBOK. Et quand vous passez votre examen de certification suivant le PMI, vous avez une bonne partie qui est sur l'agilité. Et au sein de l'agilité, pour encore citer un des mots-clés, Scrum, je pense que Scrum, voilà, la méthodologie Scrum, c'est aussi quelque chose que les uns et les autres on a entendu. C'est juste un des cadres d'application des méthodes agiles. L'agilité, c'est le futur du Scrum, c'est le futur du project management, hein, bien entendu. Voilà, on a vu qu'en en 50 ans, finalement, on a fait comme partout ailleurs, et on a rendu les choses très très compliquées. On revient à l'essentiel. Il faut s'adapter. On parle de l'avenir.
l'essentiel, c'est on ne sait pas tout au départ, on peut planifier, on peut prévoir, mais les méthodes qui sont purement déterministes trouvent leurs limites. La grande capacité du chef de projet, et on va en parler, c'est de savoir s'adapter. Alors, chef de projet... On a 10 minutes, mon cher voilà, Emmanuel, alors voilà, désolé, mais voilà. On est bien là, enfin, s'il y a des questions, on va un petit peu... Oui, continue, Henri est en train d'écrire, mais voilà, tu me dis. Chef de projet, alors ici, c'est les chiffres du PMI, mais on va les prendre comme ils sont. Le PMI dit, ça représente environ, les métiers dans le monde de la gestion de projet, c'est environ 3% de la population en âge des actifs au niveau monde, donc ils évaluent à 90 millions de personnes aujourd'hui, avec un besoin dans les 5 ans ou 10 ans à venir incroyable, parce que à la fois il y a des vieux comme moi qui vont bientôt prendre leur retraite, et puis donc il faudra les remplacer, tous ceux qui ont appris le project management sur le tas, et puis il y a bien entendu l'expansion de l'activité. Donc voilà, on l'a vu au départ, hein, c'est effectivement un monde en croissance. Alors un chef de projet, on se dit ouais super, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un chef de projet? C'est très très compliqué. C'est aussi compliqué que de définir les projets. Il y a une liste sur le slide suivant. Le chef de projet, effectivement, il gère le quotidien du projet et il doit être compétent, on le dit traditionnellement, à gérer aussi bien le périmètre de son projet, le budget de son projet et le planning. Et à partir de là, dans toutes les formations que j'ai faites, on mettait 1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 50 pages de tâches. Voilà, on a parlé tout à l'heure de risk management, on en a parlé people management, communication, gestion du sponsor, du client. C'est un métier d'une très grande diversité. J'ai failli dire complexité, mais d'une très grande diversité. C'est ce qui a fait. Hein. Je suis vraiment tombé dedans. Je vous le témoigne très simplement puisqu'on a quelques minutes. Moi, j'ai démarré effectivement comme un jeune ingénieur spécialisé dans la simulation. Et un beau jour, j'étais très très content de faire ça et on m'a affecté sur un projet comme chef de projet. Mais je ne voulais pas. Je voyais pas l'intérêt. Mon intérêt personnel, j'étais la ressource disponible à ce moment-là. Et j'ai commencé comme ça. Mais mon début, effectivement, était non, ça m'intéresse pas. Et toute ma carrière, ensuite, s'est développée là-dedans parce qu'il y a une telle diversité. J'ai développé des produits automobiles, des produits aéronautiques et maintenant dans des activités de transformation. Donc, j'ai mis comme un petit clin d'œil pour Raphaël un support de formation que je faisais il y a une dizaine d'années, qui était très très rébarbatif. Hein. Voilà, le chef de projet apprenait effectivement beaucoup de choses. Il fallait qu'il gère son budget, son temps, son périmètre, et on faisait une liste de tout ce qu'il y avait à faire. Et surtout à droite, on lui disait attention, et souvent ça va rater. Donc c'était pas forcément très engageant. Aujourd'hui, un chef de projet, il fait quoi? On peut sauter, on peut peut-être passer directement à la page 24 si tu veux, et on reviendra. Un chef de projet, parce que je pense que ça peut susciter des discussions, et je vois aussi une question de Julien. Voilà. Un chef de projet, on l'illustre, on ne sait plus vraiment. Voilà, on l'illustre par une capacité à s'adapter à la situation, et on fait le plus souvent des analogies avec le sport, la musique, la construction. Et Raphaël, dans la préparation, tu m'as dit, mais ça, Emmanuel, c'est exactement ce qu'on dit aussi aux supply chain managers. Oui, tous les managers aujourd'hui, tous les leaders, voilà, on a effectivement ce besoin d'avoir des compétences qui soient les plus distribuées possibles, et qu'on soit chef de projet ou supply chain manager ou supply chain project manager, c'est effectivement une capacité à s'adapter, et surtout, moi, quand je fais du recrutement, c'est la motivation. C'est la motivation. En tant que chef de projet, vous allez avoir une responsabilité passionnante, mais il faut vraiment être motivé, et vous pouvez être force de proposition dans l'entreprise. Hein. Je vois la question de Julien, bien entendu. Les chefs de projet dans une entreprise ont reçu de leur direction le mandat d'emmener l'entreprise ou une partie de l'entreprise dans une direction donnée, un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau fournisseur, une nouvelle usine, La nouveauté, c'est l'entreprise, en vous confiant le mandat du projet, prend des risques avec vous, et voilà, et vous fait confiance. Hein. C'est donc être force de proposition, bien sûr. Vous êtes dans les opérations quotidiennes. Oui, le chef de projet a cette capacité de relever la tête et de dire attention, voilà, on avait fait tel choix, on va dans telle direction. Et j'en profite, Emmanuel. Henri nous pose la question sur l'écosystème supply chain. Est-ce qu'il y a des projets
à terme, les maintenant. Alors, la réponse est oui. Je pense que l'idée qui me vient en tête, c'est les nouveaux technos. Toute la partie IA, machine learning, surtout IA, qui a refait un petit peu la copie de comment on fait la supply chain. Et on va voir pas mal de changements qui vont se repérer dus au fait, mais c'est pas que sur la supply chain, mais bon, la supply chain, parce qu'il nous traite aujourd'hui, hein, c'est ça qu'on est en train de parler. Mais oui, l'IA, par exemple, il va amener pas mal de changements et ça va être géré comme un projet. Voilà, comment on intègre un petit peu l'IA sur les différents maillons de la supply chain, la planification, les approvisionnements, les achats, le transport, la logistique, l'entreposage, traçabilité, l'IoT. Maintenant, on commence à parler de plus en plus de décarboner l'économie. Comment suivre tout ça? C'est les gros chantiers. Et ça, c'est un projet, des gros projets. C'est tout ce qu'on a vu dans le hype cycle qu'on avait montré au début, hein, de toute cette transformation attendue dans le monde de la supply chain. La transformation, les exemples que Raphaël vient de donner, ça veut dire la nouveauté. Et si on dit nouveauté, on dit projet. Voilà. Si on retient une chose de ce soir, on se met en mode projet dès que c'est nouveau. Et pour conclure, encore une fois, et refaire le lien, la boucle entre le project management et le supply chain management, c'est un extrait de l'enquête effectivement de la SCM sur la profession supply chain 2023, je crois, celle-là, c'est ça, hein, sur les salaires et les compétences. Dans les compétences, je vous ai juste fait l'extrait, voilà, les compétences nécessaires pour évoluer dans le monde de la supply chain. Top technical skills à 54%, le project management. Voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment... Dès là, pardon Emmanuel, le message. Dès là l'intérêt. Tout bravo, et je pense que ça tombe bien parce que c'est dès là l'intérêt de mettre en valeur, il ne faut pas se cacher. Alors, notre MBA, il aura effectivement, et il commence dès maintenant de la promo actuelle, on va commencer tout de suite, et la promo future, effectivement, des modules dédiés au project management. Je suis un accro du project management, encore on avait vécu baigné dans le domaine de la supply chain, le project management reste un corps réacteur, c'est le corps du réacteur. Et pas avoir des connaissances là-dedans, c'est avoir une jambe au moins pour courir. Voilà, c'est tout simplement aussi simple que ça. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on intègre le project management. Et tiens, ça arrive bien parce qu'on est à 2 minutes, à 4 minutes. Voilà, donc juste, alors, les conclusions, juste répondre aussi, si tu veux, je vois qu'il y a un petit message d'Henri qui nous dit, bon, en gros, ce que fait le chef de projet, c'est qu'il gère les problématiques récurrentes. Ben alors, je ne sais pas pourquoi dire mais c'est enthousiasmant. Oui, on gère effectivement des problématiques récurrentes et le chef de projet, des fois au quotidien, et c'est mon expérience, c'est un peu lourd, hein, parce que c'est quand même sur vos épaules que ça repose, quelle que soit la taille du projet, mais surtout, vous êtes tellement en train de vous projeter dans quelque chose qui va arriver, qui n'existe pas encore, et qui un jour sera la réalité de l'entreprise, que ce soit un nouveau produit, un nouveau service, encore une fois, une nouvelle organisation, un nouveau fournisseur, une nouvelle technologie, voilà. C'est vraiment très, très, très enthousiasmant et ça surpasse de très loin les problématiques récurrentes et les difficultés du quotidien. Et surtout, et je finirai là-dessus, vous le faites avec une équipe. Exactement. Et ça, c'est une équipe qu'on vous a confiée à un moment donné. Hein, vous n'êtes pas forcément le manager hiérarchique sur des projets. C'est une aventure humaine qui est vraiment très, très gratifiante et j'espère pendant cette petite heure avoir réussi à vous transmettre cette passion. Voilà, merci beaucoup. Et non, c'est moi qui te remercie grandement, Emmanuel. Et là, je n'ai pas osé dire, mais là, tu m'as interpellé parce qu'effectivement, soit fait partie du PMA et au PMP, quand on était chez Suez, pour pas citer l'entreprise, on avait qu'est-ce qu'on appelait la triade. Alors, c'était le project manager, un petit peu capitaine de l'équipe. Après, on avait l'ingénierie, on avait les achats et la supply chain qui faisaient partie d'un triangle. Et c'était l'équipe triangle, voilà. On était le Tiger Team, on appelait de temps en temps. Mais cette triade reste, pour la plupart des entreprises, nécessaire. Au-delà de l'intérêt d'avoir un supply chainer qui comprenne l'écosystème, qui comprenne les rituels, qui comprenne les process, qui comprenne les enjeux et aussi les challenges d'être à côté d'un project manager. Mais j'ai toujours eu un grand respect pour les project managers qui sont au milieu du chantier, hein, parce que j'étais toujours dans des entreprises où les projets ont été des grands chantiers. Et ça, c'est effectivement un regard du ciel de voir effectivement le leadership, la ténacité qui sont. On n'a pas parlé des soft skills assez,
Mais là, effectivement, avoir quelqu'un en project management dans des gros projets complexes, oui, c'est plus que du process. C'est vraiment du leadership dingue, mais dingue. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui est un bon PM, oui, tout est sans protégé, tout est sans sécurisé et le truc, ça roule. Voilà, le projet roule bien. Alors voilà, écoute, on a écoulé le temps. Vraiment un grand merci, Emmanuel. Et je t'attends parce que tu commences chez nous là bientôt, en mars, à nous donner des cours chez nous de project management. Il faut savoir que notre ami Emmanuel, j'ai déjà dit assez, mais c'est un pro de project management depuis longtemps. Ça a déjà présenté, mais dans une belle société. Et là, voilà, il va nous amener un petit peu de la connaissance PM chez notre MBA Supply Chain le mois de mars. On commence tout de suite avec la promo et on élargit pour la prochaine promo, la promo 24-25, qui commence en novembre de cette année. Alors, encore merci Emmanuel, merci à l'audience. Merci à l'audience, c'était extrêmement riche. Écoutez, voilà, c'était vraiment un plaisir d'avoir une audience d'une telle qualité. Et voilà, Julien, Olga, voilà, tout le monde, merci beaucoup. Henri, à la prochaine fois. Stay tuned, comme on dit, parce qu'on a pas mal de webinars comme ça. Et le prochain, si je ne me rappelle pas, c'est effectivement sur des projets. Tiens, ça tombe bien, Emmanuel, tu es invité, mais c'est dans l'écosystème des photovoltaïques. Et c'est le patron d'une société européenne qui investit, c'est probablement le 12e ou 3e acteur monde qui investit sur le photovoltaïque, les granges fermes photovoltaïques. Et là, c'est effectivement lui le patron de la supply chain qui va venir à nous raconter comment il gère la supply chain dans des projets photovoltaïques. Toi, c'est dingue, on fait la trace tu laisses la trace là, Emmanuel, tu commences et on va continuer avec toi. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.